règles communes d'affectation des bénéfices. Le bénéfice de l'exercice est affecté en partie distribué, en partie réserve. Cette affectation est soumise à des règles juridiques bien précises. La plupart des actionnaires en général préfèrent un dividende relativement stable et par conséquent les dirigeants d'entreprise versent un dividende avec un taux relativement stable, un taux de distribution considéré comme idéal, c'est-à-dire un pourcentage à peu près fixe des bénéfices réalisés par l'entreprise. Alors ces règles communes d'affectation, première partie, les réserves tout d'abord, parlons des réserves, définition, qu'est-ce qu'une réserve? La définition, les réserves sont en principe des sommes prélevées sur les bénéfices affectées à une destination déterminée ou tout simplement conservées à la disposition de la société. Alors il faut distinguer les réserves des provisions car ces provisions, quand je parle de provisions, risques et charges, elles correspondent à des risques ou à des charges. Il y a une différence. Quand, en effet, je constate une provision risque et charge, je mets de l'argent de côté, on est d'accord. Mais parce qu'il va y avoir derrière une sortie de ressources, et une sortie de ressources parce qu'il va y avoir une charge à payer, ou un risque, un litige. Par conséquent, cette distinction est importante. De même, dans les capitaux propres, vous avez des postes tels que le poste prime d'émission. La prime d'émission n'est pas considérée comme une réserve. Pourquoi? Parce que la prime d'émission représente un apport complémentaire de la part des associés. Je rappelle que la prime d'émission représente la différence entre le prix d'émission qui est fixé au moment d'une opération sur le capital, une augmentation de capital. Exemple, j'ai un prix d'émission de 80 € alors que le nominal de l'obligation est égal à 20 €. Le supplément apporté par rapport au nominal représente la prime d'émission. Et la prime d'émission est bien un supplément d'apport, ce n'est pas une réserve. Elle n'est pas, à la différence des réserves, prélevée sur les bénéfices. La réserve légale. La réserve légale, dans les sociétés par action et dans les SARL, une fraction du bénéfice doit être portée à la réserve légale. Elle est dotée par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice, diminuer le cas échéant des pertes antérieures. Attention, ce prélèvement ne porte pas sur le report à nouveau bénéficiaire. Il peut y avoir un reliquat de bénéfices de l'année dernière, report à nouveau bénéficiaire, et on ne calcule pas la réserve légale sur ce report à nouveau bénéficiaire parce qu'il y a déjà eu l'année dernière ce prélèvement sur les bénéfices et le bénéfice et donc le report à nouveau bénéficiaire. Le prélèvement pour la dotation à la réserve légale est égal à 5% du bénéfice et ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque l'on atteint le 10e du capital. Les statuts peuvent très bien prévoir un prélèvement supérieur à 5%, un plafond supérieur à 10%. En règle générale, on applique ce taux de 5 et de 10%. S'il y a augmentation de capital, la réserve légale avait déjà atteint ce plafond de 10% du capital. Il faudra donc continuer à doter cette réserve légale. Et s'il y a une réduction de capital motivée par des pertes, parce que la réserve légale est une réserve qui permet d'imputer des pertes. Dans ce cas, que faudra-t-il faire? Il faudra reconstituer de nouveau cette réserve légale pour qu'elle atteigne 10% du capital. Cette réserve est imposée aux SARL, aux sociétés par action. Pourquoi imposer une réserve légale? Il s'agit d'un complément de garantie. Je rappelle que la garantie des créanciers, le capital constitue une garantie pour les créanciers et pour apporter un complément de garantie, il est prévu une réserve légale. Cette réserve légale n'existe pas dans les sociétés de personnes. Pourquoi? Parce que le patrimoine personnel des associés va servir de garantie aux créanciers. Est-il possible de la distribuer? Un prélèvement sur cette réserve pour une distribution n'est possible que si le fonds de réserve dépasse les fameux 10% du capital. J'ai doté la réserve légale au-delà des 10%. Dans ce cas, il peut y avoir une affectation excédentaire et dans ce cas, on peut distribuer cette affectation supplémentaire. On peut l'utiliser, nous venons d'en parler, pour combler des déficits, voire pour augmenter le capital, incorporer la réserve légale au capital. Les réserves statutaires. Les réserves statutaires sont des réserves rendues obligatoires
par les statuts, d'où le nom réserve statutaire, s'impose à l'Assemblée générale ordinaire au moment de l'affectation du bénéfice. Ces réserves ne peuvent être distribuées, attention, sauf si une décision prise dans les conditions requises par une modification des statuts en Assemblée générale extraordinaire supprime l'indisponibilité de cette réserve. C'est une contrainte importante. Ces réserves manquent de souplesse et par conséquent, du fait de ce caractère très contraignant, et par conséquent, ces réserves sont en fait assez rares en pratique. Les réserves facultatives. Les statuts permettent le plus souvent à l'Assemblée générale qui va approuver les comptes, qui est l'Assemblée générale ordinaire, de prélever sur le bénéfice des sommes pour les affecter à un compte de réserve. On parle de réserve facultative, de réserve de prévoyance générale, extraordinaire. Très souvent, réserve facultative. Les statuts peuvent prévoir, avant l'affectation à ces comptes de réserve, une distribution d'un premier dividende. Dans la distribution, il va y avoir le premier dividende, l'intérêt statutaire. Donc, on peut prévoir au niveau des statuts d'abord la distribution d'un premier dividende, de façon à écarter la possibilité de mettre en réserve la quasi-totalité du bénéfice, ce qui va priver dans ce cas les actionnaires, et surtout les actionnaires minoritaires qui veulent percevoir un dividende. L'Assemblée générale ordinaire a la disposition de ces réserves qui peuvent être affectées à une distribution aux actionnaires, à une augmentation de capital, à l'imputation des pertes, à un rachat de parts sociales ou d'actions. Très souple, très fréquent. Les réserves réglementées, l'application de certains régimes fiscaux de faveur, ou pour obtenir certaines subventions, oblige dans ce cas les entreprises à affecter une partie de leurs bénéfices à un compte de réserve spécial. Quel est l'objectif de ces réserves dites réglementées à caractère fiscal? L'objectif, c'est d'augmenter l'autofinancement des entreprises. Donc sous condition, vous avez un avantage fiscal, mais par contre, en contrepartie de cet avantage fiscal, il faudra doter une réserve. C'est donnant-donnant. Vous avez cet avantage, vous devez doter une réserve. On les appelle donc les réserves réglementées. Concernant les dividendes, distribution de dividendes, nous parlons de masse distribuable. Les sommes distribuables sont constituées par le bénéfice distribuable et les réserves dont l'Assemblée a à sa disposition. Alors le bénéfice distribuable, comment le définit-on ce bénéfice distribuable? C'est le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire. Les réserves libres, notion de réserve libre. Les réserves libres correspondent aux réserves que l'Assemblée a à sa disposition. Elles comprennent les réserves facultatives, les primes liées au capital, par exemple la prime d'émission, les réserves réglementées, mais attention, parfois il y a des conditions de verser un supplément d'imposition. Alors ces réserves sont à la disposition de l'Assemblée et ces réserves pourront être distribuées. Il est nécessaire qu'une décision extraordinaire prise dans les conditions requises pour une modification des statuts supprime l'indisponibilité de quelle réserve? Nous l'avons évoqué tout à l'heure. De la réserve statutaire. Attention, la réserve statutaire n'est pas une réserve libre disponible, elle peut le devenir s'il y a une décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Restriction en présence de frais d'établissement ou de frais de recherche. Attention, il est possible, toujours dans la réglementation française, d'inscrire au bilan à l'actif des charges, bon c'est pas génial mais bon, on peut le faire, des frais de constitution. Je rappelle que pour les frais de constitution, pour les comptabiliser, il y a deux méthodes, soit charge, qui est la méthode préférentielle, ou soit activation, frais de constitution, frais d'établissement. De même, pour les frais d'augmentation de capital, il y a plusieurs méthodes, et entre autres, il y a la méthode d'activation frais d'établissement, ou bien imputation sur la prime d'émission, qui constitue la méthode préférentielle. Donc nous avons encore des frais d'établissement à l'actif, des frais de recherche-développement. Alors, la règle, les frais de constitution doivent être totalement amortis avant toute distribution. Je rappelle que ces frais sont inscrits à l'actif, ces frais d'établissement, en vue de les amortir, de les étaler sur plusieurs exercices.
Donc si les frais de constitution ne sont pas amortis, dans ce cas, attention, il n'est pas possible de distribuer de dividendes. Il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes tant que les postes frais d'établissement, mais dans frais d'établissement, il y a plusieurs frais d'établissement. Il y a les frais de constitution, il y a les frais d'augmentation de capital. Donc attention, je reprends, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes tant que les postes frais d'établissement, autres que les frais de constitution, par exemple des frais d'augmentation de capital, d'accord, et frais de recherche-développement ne sont pas totalement amortis, sauf si le montant des réserves libres est égal au montant des frais non amortis. C'est-à-dire que nous avons dans un bilan, nous allons l'expliquer de cette manière, nous avons dans un bilan à l'actif, le poste frais d'établissement, et dans le poste frais d'établissement, nous avons dans notre exemple des frais d'augmentation de capital pour un montant de 500, colonne brute. Les amortissements constatés sur ces frais, 200. En net, nous avons un montant non amorti de frais de 300. Quelle est la position concernant cette distribution de dividendes? Peut-on distribuer des dividendes dans cette société qui a ce poste avec des frais non amortis? La réponse, oui, sous condition que le montant des réserves libres que nous avons expliqué dans le paragraphe qui précède soit au moins égal à combien? Aux frais non amortis, c'est-à-dire 300. D'accord? Donc attention, on ne pourra distribuer ces dividendes que sous cette condition. Si nous avons, toujours, je rajoute, c'est très simple, nous avons maintenant, donc là je ne pourrais distribuer que si l'entreprise a au moins 300 de réserves libres. Maintenant, je rajoute le deuxième poste, toujours frais d'augmentation de capital, et maintenant je rajoute frais de constitution pour un montant de 400, d'accord, pour un montant de 400, 300 amortis, 100 net. 100 net. D'accord? Réponse, cela fait partie des frais d'établissement. Donc il y a des frais de constitution. Réponse, peut-on distribuer des dividendes? Non. Là, les frais de constitution doivent être totalement amortis. Ce n'est pas le cas. Donc là, il n'y a même pas, il y a un montant de réserve libre. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas distribuer de dividendes. S'il y a distribution de dividendes, c'est une distribution de dividendes fictif. Bien. Existence d'un report à nouveau déficitaire. En aucun cas, la distribution aux actionnaires ne doit entraîner une réduction de l'actif net, c'est-à-dire des capitaux propres, à un montant inférieur au montant du capital augmenté des réserves légales et statutaires. Pour expliquer cette règle, l'exemple numéro 1, la situation nette, le montant des capitaux propres, l'actif net d'une société anonyme, l'actif net ou les capitaux propres de la société anonyme. Voilà la terminologie, on peut dire les capitaux propres de la société anonyme. Combien? 300 000 de capital, réserve légale, statutaire, facultative, report à nouveau, 19. Attention, report à nouveau, perte, 19, entre parenthèses, négatif, 390 000. La société pourrait-elle distribuer les 85 000 de réserve facultative? Non. Pourquoi? Car les capitaux propres, 300 000, attention, capitaux propres, 300 000 plus 18 plus 6 000 moins 19, puisque si je distribue les 85, je ne les ai plus. Donc je reprends. Les capitaux propres, il resterait le capital, 300, 18, la réserve légale, 6 000, la réserve statutaire, moins 19 000, le report à nouveau, égale 305 000, deviendrait inférieur au montant du capital augmenté de la réserve légale et statutaire. Le montant du capital 300, la réserve légale 18, la réserve statutaire 6, 324. Eh bien 305 devient inférieur à 324. Peut-on distribuer les 85 000 de réserves facultatives? Réponse non. Il faut conserver des réserves disponibles à hauteur de combien? 19 000. 19 000 qui s'obtient comment? 19 000 c'est le report à nouveau débiteur et 19 000 c'est aussi, c'est normal arithmétiquement, la différence entre 305 000 et 324 000. Voilà pour l'application de cette règle. Modalité de fixation des dividendes.
L'Assemblée va décider la distribution de tout ou partie de ce bénéfice distribuable aux associés. Elle peut, bien entendu, affecter une partie de ce bénéfice aux réserves, de façon à accroître l'autofinancement. L'Assemblée ne pourra décider la distribution d'un dividende qu'après avoir approuvé les comptes annuels et constaté l'existence de sommes distribuables au moment de l'Assemblée générale ordinaire. La décision d'attribution d'un dividende est comptabilisée à quelle date? Au jour de l'Assemblée. Alors ce dividende se décompose en deux. Il y a le premier dividende que l'on appelle l'intérêt statutaire. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires auront droit à ce premier dividende, à une certaine fraction du bénéfice calculé sur le montant libéré, non remboursé des actions. Cet article appelle les remarques suivantes. Les actions, attention, les actions amorties ou actions de jouissance. Action amortie, je rappelle, qu'est-ce qu'une action amortie? C'est une action qui a été remboursée par anticipation. C'est très rare. Entreprise concessionnaire, nous l'avons étudié. En effet, dans le cas de l'amortissement du capital, c'est de rembourser par anticipation une partie de ce nominal d'action ou la totalité. Ne pas confondre l'amortissement du capital et la réduction de capital. L'amortissement, il n'y a pas de réduction. Le capital reste identique, mais simplement une partie a été amortie. Alors les actions amorties n'ont pas le droit à l'intérêt statutaire. Les dispositions de cet article peuvent être étendues aux formes de société, même s'il n'est fait référence qu'aux actions. En effet, nous parlons d'actions, mais des parts sociales dans d'autres sociétés. Ok, c'est possible. La répartition d'un premier dividende peut être prévue avant ou après affectation aux réserves. Avant ou après affectation. Bon, en règle générale, c'est plutôt avant. Nous l'avons vu pourquoi? Pour que les actionnaires, surtout les minoritaires, reçoivent un minimum de dividendes, et puis ensuite l'affectation aux réserves. C'est plutôt dans ce sens. Mais ça peut être aussi le cas où le premier dividende serait après les réserves. Cas plutôt rare. Dans les sociétés commerciales, il est interdit de stipuler un intérêt fixe payable aux associés, même en l'absence de bénéfices. Et enfin, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende. Il est basé sur le nominal de l'action. Le super dividende, on l'appelle le second dividende, il désigne la somme qui est attribuée aux associés par l'Assemblée générale, en plus du premier. Ce super dividende est versé à toutes les actions, qu'elles soient entièrement, partiellement libérées. Je rappelle que lorsqu'il y a constitution ou augmentation du capital, les actions représentatives d'apport en numéraire ne sont pas toujours entièrement libérées. Attention, le premier dividende, l'intérêt statutaire, se calcule sur le montant libéré. Ce n'est pas le cas pour le super dividende, qu'elle soit ou non partiellement ou totalement amortie. Idem, les actions amorties ont le droit au super dividende. Elles n'ont plus le droit au premier dividende, mais elles ont droit au second dividende. Bien, concernant la prime de partage des profits, qui concerne des sociétés commerciales, dans lesquelles le dividende par action est en augmentation par rapport à la moyenne de ceux distribués au cours des 2 exercices précédents, doivent mettre en place une prime de partage des profits. Les modalités de mise en place de cette prime, son montant, ses conditions de versement sont définies par un accord ou à défaut par une décision unilatérale de l'employeur. Ce dispositif est facultatif dans le cas des entreprises qui ont moins de 50 salariés. Alors, cette prime de partage des profits, la position de l'ANC à la clôture de l'exercice, faut-il constater un passif? La prime ne sera versée qu'en N+1, ne répond pas à la définition d'un passif à la clôture de l'exercice N, car il n'y a aucune obligation vis-à-vis des salariés inscrits à l'effectif de clôture. Pourquoi? Parce que selon la position de l'ANC, la prime va constituer une obligation à partir de quelle date? À compter de la date de l'Assemblée générale qui a voté la distribution de dividendes. Et l'Assemblée générale se réunit en N+1. En conséquence, fin N, les sociétés n'ont pas à provisionner cette prime de partage des profits.